L'air du soir était lourd, chargé de l'arôme sucré du foin fraîchement coupé et du murmure lointain des grillons entamant leur chant nocturne. Laura Mendoza était assise à la table de la cuisine de sa ferme, ses mains tremblantes en serrant une tasse de café refroidi depuis des heures. À travers la fenêtre, elle observait une équipe de recherche accompagnée de chiens progressant lentement le long de la lisière de la forêt bordant sa propriété. Les chiens reniflaient le sol avec une précision méthodique, tandis que leurs dresseurs, visage durci par des semaines d'efforts vains, suivaient leurs pas. Cela faisait exactement 2 mois que ses jumelles, Sophia et Clara, avaient disparu lors d'une partie de cache-cache dans les champs de la ferme familiale. 2 mois de recherche interminables, de nuits blanches, d'espoir s'évanouissant comme la rosée sous un soleil brûlant. « Vous sentez-vous prête à parler de ce qui s'est passé ce jour-là » demanda doucement Elena Vargas, la conseillère en deuil envoyée par les services sociaux du comté. Sa voix était chaleureuse, entraînée à naviguer dans la douleur d'autrui. Mais Laura l'entendit à peine. Ses yeux restaient fixés sur les chiens qui s'enfonçaient maintenant plus profondément dans la forêt, leurs mouvements presque mécaniques. La question d'Elena flottait dans l'air, comme une invitation à exhumer un souvenir que Laura avait revécu 1000 fois pour la police, les coordinateurs de recherche, et maintenant pour cette femme au regard compatissant assise en face d'elle. Laura soupira, ses doigts serrant la tasse jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La froideur de la céramique contre sa peau lui rappelait qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait fini une boisson chaude. « On en a déjà parlé tant de fois » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, brisée par le poids de la répétition. « Les filles jouaient à cache-cache pendant que j'étais au village pour des livraisons. On leur avait toujours dit de rester dans le champ de l'Est, jamais près de la route. » Elena hocha la tête, griffonnant quelque chose dans son carnet. Le bruit du stylo contre le papier était étrangement réconfortant dans le silence de la cuisine. « Et votre beau-frère, Diego, s'occupait d'elle » demanda-t-elle, son ton neutre mais attentif. Laura secoua la tête, une mèche de cheveux tombant sur son visage. Elle ne prit pas la peine de l'écarter. Non, il avait aussi des livraisons ce jour-là à Villaverde. Ma belle-mère, Doña Rosa, était chargée de les surveiller toutes les demi-heures. C'est elle qui m'a appelé quand elle n'a pas trouvé Clara. Ses yeux revinrent à la fenêtre, où les chiens se perdaient parmi les arbres. L'équipe de recherche semblait plus petite maintenant, comme si la forêt elle-même les engloutissait. Le détective Salazar a suggéré ces séances, confessa Laura en se tournant vers Elena. J'ai d'abord perdu Xavier dans l'accident et maintenant les filles. Sa voix se brisa sur le dernier mot, la douleur encore vive malgré les semaines écoulées. Elena tendit une main et serra brièvement celle de Laura. Le contact fut inattendu, et Laura faillit se retirer, comme si une connexion humaine était trop lourde à supporter. « Vous avez affronté plus que quiconque ne devrait, » dit Elena, son ton professionnel s'adoucissant. « Mais vous n'êtes pas seul. Diego a repris les opérations de la ferme depuis la mort de Xavier. C'est un soutien important, Laura acquit ça. Mais ne dis rien. » Ses yeux revinrent à l'équipe de recherche, à peine visible maintenant entre les... La mention de Diego suscita une vague de gratitude, rapidement éclipsée par le poids écrasant du chagrin. Diego avait été son pilier ces derniers mois, gérant chaque aspect de la ferme, pendant qu'elle sombrait dans le désespoir. Mais même son soutien ne pouvait combler le vide laissé par les rires de Sophia et Clara, qui ne résonnaient plus dans les pièces vides de la maison. Quand Elena partit, Laura resta à la table de la cuisine, fixant le café. La maison craquait autour d'elle, trop grande, trop silencieuse sans les filles. Le bruit de pas dans le couloir la tira de ses pensées. Doña Rosa apparut à la porte, son visage marqué par les mêmes rides de douleur qui avaient vieilli tout le monde au-delà de leur âge. « Diego a appelé, » dit la vieille femme. « Il a dit qu'il rentrerait tard ce soir. Des livraisons de l'autre côté du comté. » Laura hocha la tête, distraite. Depuis qu'elle avait perdu Xavier dans l'accident à la ferme l'année précédente, Diego avait endossé le rôle de soutien de la famille, gérant les opérations de la ferme et traitant avec les autorités. Il avait rempli les chaussures de son frère avec un dévouement parfois frisant l'hyperprotection, mais Laura était trop engourdie par le chagrin pour le remettre en question. Elle regarda à nouveau par la fenêtre, notant une section de la clôture que Xavier maintenait toujours impeccable, maintenant soutenue par des fils désordonnés. Un petit signe de la pression que Diego devait ressentir. «
gérant tous. Le téléphone sonna, son timbre strident brisant le silence de la cuisine. Laura traversa jusqu'au bureau pour répondre, reconnaissante pour cette distraction momentanée. « Madame Mendoza, c'est le détective Salazar », dit la voix à l'autre bout de la ligne. Professionnelle mais avec une nuance que Laura ne put tout à fait identifier. « J'ai besoin de vérifier quelque chose. Diego faisait des livraisons à Villaverde le jour où les filles ont disparu. » Laura fronça les sourcils, s'appuyant contre le bureau. « Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi il y a eu une pause sur la ligne. Le gérant du marché de Villaverde dit que votre ferme n'avait pas de stand ce jour-là. » Les sourcils de Laura se froncèrent davantage. Cela ne pouvait pas être correct. Diego avait mentionné la livraison à Villaverde plusieurs fois cette semaine. Elle se souvenait l'avoir vu charger des caisses de produits dans son camion ce matin-là. Le geste désinvolte avec lequel il avait fait signe, en s'éloignant sur le chemin de terre. « Pouvez-vous demander à Diego au sujet de cette incohérence quand il rentrera ce soir ?» Poursuivit Salazar. « C'est probablement juste un malentendu, mais nous devons être minutieux. » Après avoir raccroché, Laura resta immobile dans le bureau, essayant de donner un sens aux paroles du détective. Un malentendu où Diego mentait sur où il était ce jour-là. La question lui semblait inconfortable, presque déloyale après tout ce qu'il avait fait pour elle. Ses yeux se posèrent sur le bureau de Diego, où il gardait les registres de la ferme. Peut-être pourrait-elle clarifier la date de la livraison. Elle ouvrit le tiroir du bas et trouva le livre des registres de livraison. Un carnet épais avec l'écriture soignée de Xavier. Cédant la place au gribouillage précipité de Diego à mi-chemin, elle feuilleta les pages notant des dates barrées et des entrées réécrites. Le système semblait plus désordonné que ce que Xavier aurait permis, tout comme les réparations rapides mais imparfaites qu'elle avait remarquées autour de la propriété ces derniers temps. Pauvre Diego, pensa-t-elle, si débordé. Mais ses yeux s'arrêtèrent sur plusieurs retraits d'argent qui semblaient inutiles pour les opérations régulières de la ferme. Elle essaya de ne pas mal penser de Diego, qui avait été son soutien au milieu de tant de douleurs. Peut-être utilisait-il de l'argent liquide pour acheter des fournitures et éviter les frais de carte de crédit. Une tactique que Xavier employait parfois. Mais une petite voix dans son esprit se demandait si Diego pouvait mal gérer les finances de la ferme, ou pire, détourner de l'argent pour un usage personnel. Elle referma le carnet et le remit dans le tiroir, troublée mais réticente à nourrir des soupçons qui semblaient une trahison envers l'homme qui avait été à ses côtés. Le téléphone sonna à nouveau, sa cloche ancienne résonnant dans la maison silencieuse. Laura décrocha au troisième appel, s'attendant à ce que ce soit le détective Salazar avec d'autres questions. « Laura, c'est Edith Ramirez » dit la voix joyeuse de la vieille voisine. « Malgré les circonstances, j'ai trouvé des photos des jumelles du pique-nique de l'été dernier que j'ai pensé que tu aimerais voir. Veux-tu passer? Je viens de préparer une carafe de thé glacé. » 20 minutes plus tard, Laura marchait sur le sentier de terre vers la ferme de Doña Edith. Reconnaissante pour la distraction, la vieille femme avait été une présence constante dans sa vie depuis qu'elle avait épousé Xavier et emménagé à la ferme. Doña Edith l'accueillit avec le thé promis et plusieurs albums de photos étalés sur la table de la cuisine. « J'ai trié ces vieilles photos » expliqua-t-elle en approchant une chaise pour Laura. « J'en ai trouvé plusieurs des filles à différents événements. Le pique-nique de l'église, la foire de la moisson, et leur anniversaire l'année dernière. Xavier était encore avec nous à l'époque. » La gorge de Laura se serra à la mention de son défunt mari, mais elle s'assit et commença à feuilleter les albums. Chaque photo était comme un coup au cœur, Sofia et Clara soufflant des bougies, montant le tracteur avec Xavier, jouant à la corde dans le jardin de Doña Edith, leurs tresses blondes identiques et leur sourire assorti, figés pour toujours dans ces moments capturés. En feuilletant l'album, Laura s'arrêta sur une photo prise il y a 2 mois, datée du 15 juillet dans un coin. L'accent était mis sur la petite nièce de Doña Edith, montant un nouveau vélo, mais à l'arrière-plan près de la grange il y avait Diego, transportant ce qui semblait être du bois et d'autres matériaux de construction. « Doña Edith, dit-elle lentement en pointant la date, ceci indique le 15 juillet. Diego a dit qu'il était à une vente aux enchères d'équipement à Santa Clara à ce jour-là. » Doña Edith ajusta ses lunettes, se penchant pour examiner la photo. « Oh, je me souviens clairement de ce jour. C'était l'anniversaire de ma petite nièce. » Elle tapa l'image d'un doigt noueux,
Ton Diego était très occupé, allant et venant avec son camion, chargeant tous ses matériaux. Laura sentit une boule dans sa poitrine. Êtes-vous sûr de la date? Diego a spécifiquement mentionné la vente aux enchères de Santa Clara ce matin-là. Il a même laissé le catalogue de la vente sur le comptoir de la cuisine. Doña Edith hocha la tête avec fermeté, son expression résolue. J'en suis absolument certain. Ma petite nièce a eu 12 ans le 15 juillet. Je lui ai offert ses patins qu'elle voulait. Elle ajusta à nouveau ses lunettes, regardant la photo. Cette photo a été prise cet après-midi-là vers 4 heures. Laura fixa la photo, une sensation froide se répandant dans sa poitrine. Quel type de matériau avez-vous vu qu'il chargeait? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Du bois principalement. Quelques feuilles de plastique et des boîtes de la quincaillerie, répondit Doña Edith observant Laura avec attention. Ses yeux bleus délavés mais perçants. Quelque chose ne va pas avec. Laura secoua lentement la tête. Diego n'a jamais mentionné de réparation ou de projet. La voix de Doña Edith se durcit, ses lèvres formant une ligne de désapprobation. Javier était toujours transparent sur les décisions de l'affaire. Il ne faisait jamais d'achat important sans te consulter d'abord. La comparaison implicite resta suspendue dans l'air entre elles. Laura traça le contour de Diego sur la photographie du bout du doigt. Il était à moitié tourné, son visage de profil, alors qu'il portait une longue pièce de bois vers la grange. Que construisait-il ce jour-là? Et pourquoi avait-il menti sur sa présence à une vente aux enchères? La disparition des jumelles avait déjà ébranlé sa foi en l'humanité jusqu'au plus profond. Maintenant, l'idée que Diego puisse cacher des secrets sur les finances de la ferme lui retournait l'estomac. « Merci pour les photos, Doña Edith, dit-elle enfin, refermant l'album. Je devrais rentrer. L'équipe de recherche pourrait avoir besoin de me parler. » En marchant vers la ferme, l'esprit de Laura se tourna vers le fonds d'épargne que Javier avait créé pour l'université des jumelles. Elle avait remarqué que le solde était plus bas que prévu lorsqu'elle l'avait vérifié le mois dernier, mais elle l'avait attribué à des frais bancaires ou à un paiement automatique qu'elle avait oublié. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. De retour chez elle, Laura décida d'organiser les documents fiscaux de la ferme, espérant que la tâche pourrait la distraire de ses pensées sur les jumelles. Diego gérait les finances depuis la mort de Javier, mais peut-être que Dé avec la paperasse pourrait alléger son fardeau. Elle sortit le dossier accordéon du classeur dans le bureau et étala son contenu sur la table de la cuisine. En examinant les relevés bancaires, elle s'arrêta sur plusieurs frais par carte de crédit qu'elle ne reconnaissait pas des fournitures de construction de la quincaillerie Ando, un système de ventilation de centre agricole, et quelque chose répertorié comme des matériaux acoustiques d'un détaillant spécialisé dont elle n'avait jamais entendu parler, tous achetés dans les semaines précédant la disparition des jumelles. Elle fronça les sourcils, perplexe. La ferme n'avait pas besoin d'insonorisation. Laura regarda les reçus éparpillés sur la table. Étaient-ce des dépenses légitimes de la ferme? Ou Diego utilisait-il l'argent pour des projets personnels? Javier avait toujours été transparent sur chaque peso dépensé, la consultant même pour des achats aussi petits qu'une paire de gants de travail. Ces achats semblaient secrets en comparaison, effectués sans aucune discussion. Elle ressentit une suspicion croissante que Diego pourrait profiter de sa distraction pour détourner de l'argent de la ferme. La culpabilité l'envahit. Diego avait été son soutien depuis la mort de Javier, prenant en charge la ferme et aidant avec les jumelles. Sans lui, elle aurait peut-être tout perdu, mais les preuves devant elle suggéraient qu'il pourrait ne pas être le beau-frère désintéressé qu'elle avait cru. Lorsque le camion de Diego rugit dans l'allée ce soir-là, Laura ramassa précipitamment les reçus et les rangea dans le dossier. Elle n'était pas prête à l'affronter directement, passant plus d'informations. Au lieu de cela, elle prépara le dîner comme d'habitude, essayant d'agir normalement alors qu'ils étaient assis face à la table de la cuisine. « Le ragoût est bon, dit Diego, brisant le silence. Sa voix était fatiguée, ses yeux ombragés par ce qu'il décrivit comme une longue journée de livraison. « C'est bon de te voir retrouver l'appétit. » Laura hocha la tête, remuant la nourriture dans son assiette. Elle attendit qu'il prenne quelques bouchées de plus avant de mentionner nonchalamment. «
Le détective Salazar a appelé aujourd'hui. Il avait une question sur ta livraison à Villaverde le jour où les filles ont disparu. Elle observa attentivement la réaction de Diego. Sa fourchette s'arrêta brièvement en l'air, avant de compléter son trajet vers sa bouche. Si elle n'avait pas été attentive, elle aurait pu manquer cette hésitation momentanée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il après avoir avalé. Le gérant du marché a dit que notre ferme n'avait pas de stand ce jour-là. Diego posa sa fourchette et attrapa son verre d'eau, prenant une longue gorgée avant de répondre. Il devait penser au planning du mois dernier, dit-il avec un haussement d'épaule, qui semblait légèrement trop étudié. Salazar devrait se concentrer sur de vraies pistes plutôt que de perdre du temps avec des confusions de calendrier. Il changea rapidement de sujet pour parler de la météo, commentant la possibilité de pluie plus tard dans la semaine. Laura hocha la tête et répondit de manière appropriée, mais son esprit cataloguait sa réaction, l'ajoutant à sa liste croissante de préoccupations. « Je devrais me coucher tôt », annonça Diego en portant son assiette à l'évier. « J'ai une livraison tôt demain. » Laura commença à débarrasser le reste de la table. « Les équipes de recherche avec des chiens feront une autre inspection à l'aube, » mentionna-t-elle, observant son visage. Quelque chose traversa l'expression de Diego. Frustration, agacement. Cela disparut si vite qu'elle pensa presque l'avoir imaginé. « Une autre recherche ?» dit-il doucement, lui tournant le dos en rinçant son assiette. « Ça fait 2 mois, Laura. Il devrait chercher ailleurs maintenant. » Ses paroles semblaient raisonnables en surface. Après 2 mois, les chances de retrouver les jumelles étaient statistiquement faibles. Mais quelque chose dans son ton fit sonner des alarmes dans l'esprit de Laura. Pourquoi voulait-il que les recherches s'arrêtent? Incapable de dormir cette nuit-là, Laura fixa le plafond, les incohérences de la journée tourbillonnant dans son esprit. Les achats étranges, le mensonge de Diego sur la vente aux enchères, la livraison à Villaverde qui n'avait jamais eu. Chacun pouvait être insignifiant seul, mais ensemble, ils formaient un schéma qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se tourna pour regarder l'horloge sur sa table de nuit. 23. La maison était silencieuse, sauf pour le craquement occasionnel de la vieille ferme, qui s'installe. La chambre de Diego était au bout du couloir. Il avait emménagé après la mort de Javier, pour aider avec la ferme, et était resté pour la soutenir après la disparition des jumelles. Maintenant, elle se demandait si sa présence continue avait un tout autre but. Soudain, le rugissement d'un moteur brisa le silence de la nuit. Laura se redressa écoutant. Le son distinctif du camion de Diego démarrant dehors envoya une décharge d'adrénaline dans son corps. Par sa fenêtre, elle vit les phares se diriger vers la grange plutôt que vers la route principale. Elle fronça les sourcils, vérifiant l'horloge à nouveau. Javier préparait toujours les livraisons la veille au soir, jamais au milieu de la nuit. Sa main trembla sur le rebord de la fenêtre, alors qu'elle observait le camion de Diego se diriger vers la grange. Pendant un moment, elle le vit tel qu'il était au funérailles de Javier. La présence constante qu'il avait soutenue lorsque ses genoux avaient fléchi près de la tombe. Puis l'image changea pour les registres de livraison falsifiés, les achats secrets, ses yeux fuyants lorsqu'elle l'avait interrogé. « Il ne ferait pas ça, murmura-t-elle dans la pièce vide. Mais une autre voix dans son esprit répondit. Et s'il l'avait fait? Ses doigts planèrent sur son téléphone, le doute la paralysant. Diego avait été son roc ces derniers mois, gérant la ferme, traitant avec les autorités et la soutenant dans la période la plus sombre de sa vie. Et si elle se trompait? Et si cette course de minuit avait une explication parfaitement innocente? L'idée de trahir sa confiance avec des soupçons lui retournait l'estomac de honte. Mais ensuite, elle pensa aux incohérences mentionnées par le détective Salazar, aux achats étranges, aux mensonges de Diego sur son emplacement. Les comptes ne collaient pas. Ses filles étaient toujours portées disparues. Et si Diego savait quelque chose qu'il ne partageait? Et s'il avait menti sur plus que son emplacement? La possibilité, aussi lointaine soit-elle, fut suffisante. Elle saisit son téléphone, sa décision prise. Elle composa le numéro de Doña Edith, parlant à voix basse en s'éloignant de la fenêtre. « Doña Edith, désolé de vous appeler si tard. Laura, qu'est-ce qui ne va pas, ma chère?
La voix de la vieille femme était alerte malgré le. « Diego vient d'aller à la grange, murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à travers les rideaux pour confirmer que le camion était toujours garé devant la structure. Il est presque minuit. Il y eut une pause sur la ligne avant que Doña Edith ne réponde. « Tu penses qu'il cache quelque chose ?» Laura expliqua au sujet des équipes de recherche, qui arriveraient le matin et des frais habituels par carte de crédit qu'elle avait trouvés plus tôt. Des fournitures de construction, des équipements de ventilation, des choses dont il n'avait pas besoin. Et maintenant ce voyage à minuit à la grange, ajouta-t-elle, sa voix tremblant légèrement. J'allais le suivre. Sois prudente, avertit Doña Edith, sa voix aiguisée par l'inquiétude. S'il déplace des équipements ou des fournitures, tu auras besoin de preuves. Reste à distance et observe simplement. Devrais-je appeler le détective Salazar? Demanda Laura en filant déjà un jean par-dessus son pyjama. Pas encore, conseilla Doña Edith. Tu as besoin de preuves d'irrégularité financière d'abord. Regarde juste ce qu'il fait. Laura promit d'être prudente et mit fin à l'appel. En glissant hors du lit, la culpabilité et la détermination luttaient en elle. Culpabilité de soupçonner l'homme qui avait porté ses fardeaux. Détermination à trouver le moindre indice sur ses filles disparues. Elle enfila un peignoir et des bottes, chaque mouvement un choix conscient de faire confiance à son instinct plutôt qu'à sa loyauté envers Diego. Se déplaçant silencieusement dans la cuisine, elle prit une petite lampe de poche dans le tiroir, mais décida de ne pas l'allumer tout de suite. La lumière de la lune fournissait assez de visibilité alors qu'elle suivait le chemin vers la grange, où le camion de Diego était garé. Son cœur battait fort, à l'idée terrifiante qu'elle pourrait être sur le point de découvrir une trahison pire que ce qu'elle avait imaginé. L'air nocturne était frais contre sa peau, apportant l'odeur du foin fraîchement coupé, et l'arôme terreux des champs voisins. En approchant de la grange, Laura resta près des ombres du vieux chêne qui montait la garde à côté de la structure depuis des générations. À travers la porte de la grange, partiellement ouverte, elle vit Diego s'efforcer de déplacer une des grandes bottes de foin rectangulaires à l'arrière de la grange. Ses muscles se tendaient alors, qu'il parvenait à la faire glisser de plusieurs pieds sur le côté. Laura s'accroupit plus bas observant intensément. Les jumelles avaient l'habitude de jouer autour de ces bottes, construisant des forts et des cachettes pendant les après-midi pluvieux. Maintenant Diego les traitait avec une urgence qui semblait déplacée pour un simple entretien de l'affaire. Elle le vit plonger la main dans la caisse de son camion, et en sortir plusieurs sacs plastiques, puis commencer à répandre quelque chose autour de la botte de foin dans toute la grange. Laura aperçut l'étiquette sur l'un des sacs. Quand Diego sortit pour chercher autre chose dans son véhicule, Laura sortit rapidement son téléphone, et chercha Vermgarde. Les résultats confirmèrent qu'il s'agissait d'un répulsif pour rongeurs de qualité commerciale. Un soulagement l'envahit brièvement. Peut-être Diego essayait-il simplement de la protéger de l'inquiétude d'une infestation de rats. Il la protégeait toujours des problèmes de la ferme, surtout depuis la disparition des jumelles. Elle ressentit une pointe de culpabilité d'avoir soupçonné des irrégularités financières, alors qu'il pouvait gérer un problème de nuisible. Sans vouloir l'accabler davantage, une vague de honte la traversa en pensant à toutes les façons dont Diego s'était mobilisé depuis la mort de Xavier, gérant la ferme seul, la soutenant dans son deuil, organisant des équipes de recherche pour les jumelles. Comment pouvait-elle douter de ses intentions après tout ce qu'il avait sacrifié? Elle était sur le point de ranger son téléphone, lorsqu'un commentaire dans une critique du produit attira son attention. Avertissement au père. Vermgarde affecte gravement les capacités de pistage des chiens de service et de recherche. Pousse les rats, mais a rendu mon chien guide malade pendant des semaines. La gorge de Laura se serra en relisant le commentaire. Le lendemain matin, les équipes de recherche avec des chiens entraînés allaient à nouveau inspecter la propriété. Pourquoi Diego répandrait-il un poison pour rats la veille? Essayait-il de cacher quelque chose qu'il ne voulait pas que les chiens trouvent? Les irrégularités financières, les achats douteux, les retraits d'argent. Peut-être Diego détournait-il de l'argent de la ferme, et cachait-il des preuves dans la grange.
Mais une pensée plus sombre émergea dans l'esprit de Laura, si terrible qu'elle pouvait à peine la reconnaître. Et si les activités de minuit de Diego n'avaient rien à voir avec l'argent? Laura observa alors que Diego scrutait la cour avant de remonter dans son camion. Le moteur démarra, et les phares tranchèrent l'obscurité alors qu'il roulait vers la maison. Laura resta figée derrière le chêne, déchirée entre la loyauté et le soupçon. S'il détournait de l'argent de la ferme, surtout du fonds pour l'université des jumelles, elle devait le savoir. Mais le nœud grandissant dans son estomac suggérait que quelque chose de bien pire pourrait être en jeu. Elle attendit que le camion de Diego disparaisse au détour du chemin, puis se leva sur des jambes tremblantes. Prenant une profonde inspiration, Laura avança poussée par la responsabilité d'une mère de protéger ce qui restait de la sécurité de sa famille. Avec des doigts tremblants, elle alluma sa petite lampe de poche et entra dans la grange, déterminée à découvrir ce que Diego essayait de garder caché. La grange semblait différente la nuit, remplie d'ombres imposantes qui s'étendaient sur le sol de bois usé. Laura avança prudemment vers le coin arrière, où elle avait vu Diego travailler plus tôt. L'odeur était écrasante, une forte odeur, chimique du verme-garde, que Diego avait soigneusement répandue dans la zone, se mêlant à l'odeur familière du foin et à un fond moisi de bois vieux de décennies. Laura couvrit son nez avec sa manche, ses yeux larmoyant légèrement à cause de l'odeur puissante. En approchant de la zone suspecte, balayant le faisceau de sa lampe dans l'espace, elle remarqua comment les bottes de foin étaient empilées trop soigneusement, trop délibérément, formant un rectangle parfait sur une section du sol, qui semblait légèrement décolorée par rapport aux planches environnantes. Elle traça le motif des granulés de verme-garde, avec sa lumière, notant comment la zone environnante était généreusement couverte de la substance sombre, créant un motif distinct qui semblait conçu pour détourner l'attention de ses bottes particulières. Elle se rappela le commentaire en ligne sur la détection d'odeur, et les chiens et son estomac se noient de peur. Diego ne cachait pas seulement des documents financiers, c'était quelque chose de bien plus important. Laura passa ses mains sur le bord d'une botte de foin, notant à quel point elle semblait fraîchement coupée par rapport aux autres stockées dans la grange. Les jumelles avaient aimé jouer à cache-cache parmi les bottes plus anciennes, leur rire résonnant dans l'espace caverneux alors qu'elles trouvaient des cachettes de plus en plus créatives. Le souvenir envoya une nouvelle vague de douleur, à travers, arrêtant momentanément sa respiration. Elle poussa la botte expérimentalement, découvrant qu'elle glissait plus facilement que son poids ne le suggérait. Puisant une force qu'elle ne savait pas posséder, Laura commença à déplacer les bottes une par une, ses muscles se tendant à chaque poussée. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais de la nuit, et sa respiration devint laborieuse alors qu'elle travaillait, jetant constamment des regards vers l'entrée de la grange, terrifiée à l'idée que Diego puisse revenir. Lorsqu'elle écarta la dernière botte de foin, elle découvrit une section du sol qui ne correspondait pas au reste, une trappe parfaitement camouflée avec des charnières soigneusement dissimulées, presque invisible lorsqu'elle était couverte par le foin. Le bois était plus récent teinté pour correspondre aux planches environnantes, mais le motif du grain ne s'alignait pas avec les planches centenaires autour. Ses mains tremblèrent alors qu'elle trouvait le bord caché et tirait, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse alerter Diego jusqu'à la maison. La trappe était lourde, mais elle s'ouvrit avec des charnières silencieuses, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. C'était à là que servaient les fournitures de construction, réalisa-t-elle avec une horreur croissante. Ce n'était pas un détournement de fonds, mais quelque chose de bien pire. Laura dirigea le faisceau de sa lampe vers l'ouverture, illuminant des murs de béton tapissés des matériaux d'insonorisation, des relevés de cartes de crédit. Le faisceau voyagea plus loin dans l'espace, révélant un petit lit dans un coin, une lampe à piles et des livres soigneusement empilés à côté d'une literie improvisée. Puis le faisceau de lumière trouva deux visages pâles qui la regardaient, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ces jumelles, plus maigres et débraillées, mais indéniablement vivantes. Laura tomba à genoux, la lampe tombant au sol à ses côtés,
alors qu'elle fixait la pièce cachée. Son esprit ne pouvait traiter ce que ses yeux voyaient. Ses filles disparues, ici tout ce temps cachées sous leur propre grange. Pendant un moment, le monde sembla s'arrêter, la réalité suspendue alors qu'elle regardait les visages qu'elle pensait ne plus jamais revoir. « Sophia, Clara » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur leur nom, craignant que parler trop fort puisse briser cet instant impossible et le révéler comme rien d'autre qu'un rêve désespéré. Les jumelles la regardèrent avec des expressions reflétant sa propre incrédulité, leurs visages éclairés par le faisceau de la lampe tombée. Elles étaient vivantes. Elles étaient là. Et Diego, l'homme en qui elle avait tout confié, les avait gardées prisonnières sous ses pieds pendant 2 mois alors qu'elle les pleurait comme mortes. « Maman » murmura Sophia, protégeant ses yeux du faisceau direct de la lampe. Sa voix était rauque par le manque d'usage. Elle semblait plus maigre que dans le souvenir de Laura, ses joues autrefois rondes maintenant creuses, ses cheveux blonds emmêlés et ternes. « Tu vas mieux maintenant ?» L'oncle Diego a dit que tu étais très malade. Clara regarda avec anxiété, son petit visage sérieux sous la lumière crue. « On était tellement inquiète pour toi, ajouta-t-elle, étudiant le visage de sa mère avec inquiétude. Tu es complètement guérie maintenant ? C'est pour ça que tu es enfin venue ?» Laura fronça les sourcils, confuse. « Malade ? De quoi parlez-vous, mes petites ? » « Je n'ai pas été malade. » Les jumelles échangèrent des regards perplexes avant que Clara ne parle. « Mais l'oncle Diego nous a dit qu'on devait rester silencieuse ici pour que tu puisses aller mieux. » Elle regarda Laura avec une confusion croissante, comme si elle essayait de réconcilier sa présence avec ce qu'on leur avait dit. « Il a dit que tu avais besoin d'un médicament spécial et que tu ne pouvais pas avoir d'émotion ou de visite parce que ça aggraverait ton état. » Laura fixa ses filles, l'horreur gelant son estomac alors qu'elle traitait leurs paroles. Diego les avait gardées prisonnières tout en les convainquant que c'était pour la santé de leur mère. Les visages des jumelles étaient maculés de terre, leurs cheveux blonds d'autrefois vibrants maintenant ternes et emmêlés. Elle remarqua une petite lampe à piles dans le coin, plusieurs livres soigneusement empilés à côté du lit, et des restes de nourriture sur des assiettes en papier. La pièce souterraine était méticuleusement construite, avec des murs de béton couverts du rembourrage acoustique qu'elle avait vu sur les relevés de cartes de crédit de Diego, et un petit système de ventilation bourdonnant silencieusement dans le coin. Avec des mains tremblantes, Laura chercha son téléphone, sa vision brouillée par les larmes, alors qu'elle luttait pour déverrouiller l'écran avec des doigts soudainement engourdis. Elle composa le numéro du détective Salazar, priant pour qu'il réponde malgré l'heure tardive. « Détective Salazar » répondit sa voix après 2 sonneries, semblant alerte malgré l'heure. « Je les ai trouvées, dit Laura, sa voix se brisant. « Mes filles, elles sont vivantes. Elles étaient ici tout ce temps, cachées dans une pièce secrète sous notre grange. » Ces mots jaillirent en un torrent, à peine cohérent à travers ses larmes. Diego l'a fait. Il a construit une pièce sous la grange et les a gardées prisonnières. Elle entendit la réponse choquée de Salazar, ses questions rapides sur l'état des filles et son assurance que des officiers étaient déjà en route vers la propriété. Tout ce temps, elle ne pouvait détacher ses yeux des jumelles, terrifiée à l'idée qu'elles puissent disparaître à nouveau si elle regardait ailleurs, ne serait-ce qu'un instant. « Restez où vous êtes, Madame Mendoza, ordonna Salazar avec fermeté. Les officiers arrivent. Ne confrontez pas Diego s'il revient. Restez juste avec les filles et attendez les renforts. » Ce n'est qu'après avoir terminé l'appel que Laura descendit l'escalier, ses mouvements maladroits dans sa hâte. La pièce souterraine était étonnamment grande, peut-être 4 mètres carrés, avec un petit lit contre un mur que les jumelles partageaient apparemment. Un seau en plastique dans le coin servait de toilette, improvisé, partiellement caché derrière un drap suspendu. Laura rassembla les 2 filles dans ses bras, sanglotant en les serrant. Elles semblaient plus maigres que dans son souvenir, leurs omoplates saillant charplis sous leurs fines chemises de pyjama. Leur peau sentait l'espace souterrain moisi, loin du shampoing fruité qu'elles utilisaient toujours. « Je pensais vous avoir perdu pour toujours » murmura Laura, pressant des baisers sur leur front, leurs joues, le haut de leur tête. « Je vous ai cherché partout » Les jumelles s'accrochèrent à leur mère,
mais exprimèrent de la confusion face à sa réaction. Leurs petits visages étaient perplexes alors qu'elle se séparait pour la regarder. « Tu savais qu'on était là, n'est-ce pas ?» demanda Sofia, sa voix petite et incertaine. « L'oncle Diego a dit que c'était ton idée, que tu lui avais demandé de nous garder en sécurité ici pendant que tu te rétablissais. » Clara hocha la tête, enroulant une de ses tresses sales autour de son doigt. « Il nous apportait de la nourriture tous les jours et des livres à lire, et il nous racontait des histoires sur comment tu te rétablissais lentement. » Son front se plissa de confusion. Il a dit qu'on ne pouvait pas faire de bruit ni sortir parce que ça pourrait te rendre plus malade. Il nous a fait promettre de ne jamais essayer de sortir, même quand il n'était pas là. Quelles règles l'oncle Diego vous a-t-il données pendant que vous étiez ici? Demanda Laura prudemment, essayant de garder sa voix stable, malgré la rage qui montait en elle. Clara commença à parler, sa voix baissant un murmure. Il y avait des règles spéciales pour quand il nous rendait visite la nuit. Sofia la fit taire rapidement, lançant un regard nerveux vers l'escalier. « On n'est pas censé parler de ça, dit-elle fermement, une touche de peur dans les yeux. Il a dit que tu serais très en colère si tu l'apprenais, et que tu pourrais retomber malade. »« Écoutez-moi, dit Laura doucement, inclinant leur visage pour qu'elle la regarde. « Je n'ai jamais été malade. Je vous ai cherché tous les jours depuis votre disparition. L'oncle Diego vous a menti. Il vous a prise et cachée ici sans que je le sache. » Les jumelles échangèrent des regards confus, essayant de traiter cette révélation. « Mais pourquoi aurait-il fait ça ?» demanda Clara, sa lèvre inférieure tremblant. Laura lutta pour trouver une explication qui ne les terrifierait pas davantage. « Ça n'a pas d'importance maintenant, dit-elle finalement. Ce qui compte, c'est que je vous ai trouvé et que vous êtes en sécurité maintenant. La police arrive et va nous aider. » Elle serra ses filles fort, les berçant doucement comme elle l'avait fait quand elles étaient bébés. Alors qu'elles se blottissaient contre elle, la petite voix de Clara brisa le silence. « Maman, es-tu en colère contre nous d'avoir suivi les règles nocturnes de l'oncle Diego ?» Sa voix tremblait d'anxiété. Il a dit que c'était important qu'on fasse exactement ce qu'il disait quand il venait après la tombée de la nuit. Sofia donna rapidement un coup de coude à sa sœur, ses yeux écarquillés d'avertissement. Le corps de Laura se raidit, ses bras se resserrant instinctivement autour de ses filles, alors que le sens de leurs mots s'enregistra. Le soulagement de les avoir trouvées vivantes commença à se transformer en quelque chose de plus sombre, une rage protectrice grandissant dans sa poitrine, comme un orage imminent. Elle força son expression à rester neutre malgré la bile qui montait dans sa gorge, mais son esprit fut inondé de possibilités horrifiantes sur ce que Diego aurait pu faire à ses filles pendant ses visites nocturnes. « Quel genre de règles ?» demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix stable, mais les jumelles se recroquevillèrent, sentant le changement dans son comportement. Laura sentit la rage et l'horreur lutter en elle, alors qu'elle traitait ce que ses filles disaient. Les implications étaient trop terribles pour être pleinement comprises. Ses mains se serrèrent en poing à ses côtés alors qu'elle luttait pour maintenir une expression calme, pour le bien des jumelles. Chaque instinct maternel lui criait de sortir ses filles de cet endroit, loin de la possibilité du retour de Diego avant l'arrivée de la police. « On part tout de suite », leur dit-elle fermement, sa voix basse et stable malgré la tempête d'émotions en elle. « Ces règles ne sont pas réelles, et vous n'aurez plus jamais à les suivre. Je le promets. » Elle regarda chaque fille dans les yeux, essayant de projeter confiance et sécurité alors que son cœur battait contre ses côtes. Les filles échangèrent des regards incertains, des années de confiance en leur oncle clairement, en conflit avec l'arrivée inattendue de leur mère. Laura prit doucement chaque fille par la main, les aidant à monter l'escalier une par une, ses mouvements urgents et mesurés pour éviter de les effrayer davantage. Sofia monta en premier, ses jambes maigres tremblant légèrement sous l'effort, après des semaines de confinement. Clara suivit, jetant constamment des regards en arrière vers sa mère, comme si elle craignait que Laura puisse disparaître. Une fois toutes les trois dans la grange, Laura prit un moment pour vraiment regarder ses filles sous une meilleure lumière. Leurs visages étaient pâles par manque de soleil, leurs yeux écarquillés, et incertains dans le nouvel environnement. Laura déglutit difficilement contre la boule dans sa gorge, luttant contre les larmes qui ne feraient que les effrayer davantage. « Allons à la maison » murmura-t-elle, les rapprochant. « La police sera là bientôt », alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée de la grange. Clara se figea soudain à mi-pas,
son petit corps se raidissait. Elle pointa une petite fenêtre poussiéreuse près du grenier, son doigt tremblant visiblement. « Des phares » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Laura suivit le regard de sa fille, et vit deux faisceaux de lumière trancher l'obscurité dehors, balayant la propriété alors qu'un véhicule approchait par le chemin de terre. Le rugissement familier du moteur du camion de Diego envoya une vague de froid dans ses veines. « L'oncle Diego revient parfois au milieu de la nuit », murmura Clara, sa voix tremblante, de peur. « Il nous vérifie quand il ne peut pas dormir. » L'esprit de Laura s'emballa, calculant les secondes avant que Diego n'atteigne la grange. Elle guida rapidement les jumelles derrière les bottes de foin restantes, leur ordonnant de rester silencieuses et immobiles quoi qu'il arrive. Elle se positionna près de l'entrée, son cœur battant dans ses oreilles, alors qu'elle saisissait une fourche accrochée au mur, ses pointes métalliques brillant faiblement sous la lumière tamisée de la lune filtrant par les fenêtres de la grange. « Quoi qu'il arrive, ne sortez pas avant que je vous dise que c'est sûr, » leur ordonna-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Si vous entendez quelque chose d'effrayant, restez cachés. La police arrive. » Elle vit la peur dans leurs yeux, mais n'eut pas le temps de les réconforter davantage lorsque la portière du camion claqua dehors. La porte de la grange grinça en s'ouvrant sur ses gonds rouillés, le son anormalement fort dans la nuit silencieuse. Diego entra, marmonnant au sujet de la porte qui n'était pas fermée. Le faisceau de sa lampe balayait le sol en arc agressif. « Je pensais avoir fermé ça, dit-il à voix basse, sa voix tendue par le soupçon. » Laura se pressa contre le mur, cachée dans les ombres alors que la lumière de Diego s'arrêtait sur la section du sol, où les bottes de foin avaient été déplacées, révélant la trappe ouverte. Sa posture changea instantanément, la tension visible dans chaque ligne de son corps. « Les filles » aplatit en bas, sa voix initialement douce, poursuasive. « Vous vous cachez de moi ?» Quand il n'y eut pas de réponse, son ton se durcit, une pointe de colère s'infiltrant. « Je vous ai dit ce qui arrive quand vous enfreignez les règles. » Le faisceau de la lampe se déplaça rapidement à l'intérieur de la grange, cherchant, alors que Diego se dirigeait vers la trappe ouverte. Laura l'observa descendre l'escalier, son emprise se resserrant sur la fourche alors qu'elle l'entendait bouger dans la pièce souterraine. Ses pas devinrent plus frénétiques, accompagnés de murmures de plus en plus agités. Quand Diego remonta l'escalier et émergea rapidement, ses mouvements maintenant frénétiques, il la vit debout près de l'entrée, la fourche serrée dans ses mains. Au-delà d'elle, partiellement visible derrière une botte de foin, se trouvaient les jumelles, blotties ensemble, leurs yeux écarquillés de peur. L'expression de Diego passa de la surprise à la colère, puis à une rage possessive terrible, qui transforma ses traits familiers en quelque chose de monstrueux. « Tu as tout gâché, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, mais chargée d'une telle menace que Laura sentit les poils de sa nuque se hérisser. « J'ai été si patient, j'ai construit un endroit sûr pour elle, je les ai protégés de tout. » Ses yeux passaient entre Laura et les jumelles, un calcul se déroulant derrière eux, qui envoya une nouvelle peur à travers elle. Laura leva la fourche en défense alors que Diego se jetait sur elle, avec une vitesse inattendue, frappant l'arme improvisée de ses mains et l'envoyant s'écraser contre le sol de bois. Elle entendit l'une des jumelles crier de terreur alors qu'elle trébuchait en arrière, essayant désespérément de rester entre Diego et ses filles. Diego la plaqua au sol avec une force inattendue, son poids immobilisant ses bras alors que des années de travail à la ferme lui donnaient un avantage physique. Son visage était à quelques centimètres du sien, la salive projetée alors qu'il divaguait sur sa vision de leur avenir. Ses yeux étaient sauvages, les pupilles dilatées dans la lumière tamisée, une intensité fébrile dans son regard que Laura n'avait jamais vue auparavant. « On aurait pu être une famille » siffla-t-il, sa voix dégoulinant d'une conviction dérangée, qui la glaça jusqu'à la moelle. « Je les ai bien élevés, je leur ai appris à m'aimer. Sais-tu à quel point j'ai été patient avec toi, attendant que tu vois ce qu'on pourrait avoir ensemble ?» Laura vit les jumelles, jeter un coup d'œil de derrière la botte de foin, leur visage figé par la terreur. Elle ressentit une vague de force maternelle, en entendant l'une d'elles gémir de peur. Elle parvint à libérer un bras et griffa le visage de Diego, ses ongles laissant de profonds sillons rouges sur sa joue. Il hurla de douleur, relâchant momentanément son emprise,
Courez chez Laura aux jumelles. Courez chez Donia et dites maintenant. Les filles hésitèrent, déchirées entre obéir à leur mère et leur peur de désobéir aux règles de Diego. Laura profita de la distraction de Diego pour rouler loin de lui, se relevant alors qu'elle cherchait désespérément une arme. Sa main se referma sur le manche en bois d'une pelle, appuyée contre une poutre de soutien. Allez, chia-t-elle à nouveau, et cette fois les jumelles coururent vers la porte de la grange, leurs pieds nus claquant contre les planches de bois. Diego se releva en titubant, du sang coulant de sa joue depuis les raflures de l'or. Ses yeux suivirent les filles en fuite, et il se déplaça pour les poursuivre. Mais Laura se mit en travers de son chemin, brandissant la pelle de toutes ses forces. Avec un cri guttural contenant des mois de douleur et de rage, elle frappa son épaule. Le bord métallique heurta avec un bruit sourd, l'impact résonnant dans les bras de Laura. Diego trébucha en arrière, momentanément déséquilibré, la douleur tordant ses traits. Mais il se rétablit rapidement, ses muscles se tendant alors qu'il se préparait à bondir à nouveau. Ses yeux étaient froids maintenant, calculateurs, toute prétention d'affection familiale disparue. « Elles sont à moi maintenant », grogna-t-il, sa voix à peine reconnaissable, comme celle du beau-frère, qui l'avait consolé après la mort de Javier. « Tu les as ignorées, tu les as pleurées alors qu'elles étaient juste là, tu ne les mérites pas. » Ses lèvres se retroussèrent en un grognement alors qu'il avançait vers elle. Javier n'a jamais apprécié ce qu'il avait non plus, prenant toujours tout pour acquis. La ferme, toi. Les filles. L'implication dans ces mots envoya un frisson glacé dans les veines de Laura. Diego avait-il aussi été responsable de l'accident de Javier? La pensée était trop horrible pour être pleinement envisagée, mais elle s'alignait avec une clarté terrifiante. La présence immédiate de Diego après la mort de Javier, son insistance à gérer toutes les affaires de la ferme, sa possessivité croissante. Laura se positionna entre Diego et la porte de la grange, la pelle serrée dans ses mains tremblantes. Elle entendit les pas des jumelles s'éloigner, alors qu'elle courait à travers la cour, espérant vers la sécurité. « Elles ne seront jamais à toi, dit Laura, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Ce sont les filles de Javier, et les miennes. » Quelque chose dans ces mots sembla briser le dernier fil de retenue de Diego. Il se jeta sur elle avec un rugissement de fureur. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la porte de la grange s'ouvrit à la volée avec un craquement assourdissant. La lumière inonda l'espace alors que des officiers de police firent. Irruption, armes déganées, leurs voix se superposant alors qu'ils criaient des ordres. « Police, mains en l'air !» À terre maintenant. Le détective Salazar menait le groupe, son arme de service pointée sur Diego. Les faisceaux des lampes de poste tranchaient l'air poussiéreux, éclairant la scène avec un détail brut. Diego se figea à mi-pas, son corps devenant anormalement immobile alors qu'il traitait ce développement inattendu. Lentement, délibérément, il leva les mains, toute son attitude se transformant sous les yeux de Laura. Son visage s'adoucit en un masque de confusion et d'innocence blessée, la rage qui avait tordu ses traits quelques instants auparavant disparaissant si complètement que Laura douta presque de ce qu'elle avait vu. Si elle n'avait pas vécu sa violence de première main, elle aurait pu croire la performance qu'il montait maintenant. Il y a eu un terrible malentendu, dit-il, sa voix maintenant stable et raisonnable, un contraste absolu avec sa rage maniaque, d'il y a quelques instants. J'essayais juste de protéger mes nièces. À terre, face contre terre, main derrière le dos, répéta Salazar, son arme ne vacillant pas. Deux officiers avancèrent prudemment, leurs propres armes pointées sur la poitrine de Diego. Diego obéit, s'abaissant à genoux puis s'allongeant face contre terre sur le sol de la grange, ses mains étendues derrière son dos alors que les officiers le menottaient, récitant ses droits tout en sécurisant ses poignets. Laura lâcha la pelle et courut dehors, où un autre officier enveloppait soigneusement ses filles dans des couvertures d'urgence. Le matériau réfléchissant capturait les lumières clignotantes des véhicules de police, créant une lueur surréaliste autour des jumelles alors qu'elles se blottissaient ensemble, paraissant petites et fragiles contre l'arrière-plan du chaos. Clara tendit la main vers celle de Laura, ses doigts glacés malgré la douceur de la nuit. « L'oncle Diego est en difficulté ?» demanda-t-elle, sa voix petite et incertaine. Laura s'agenouilla à côté de ses filles, les serrant dans ses bras tout en luttant pour trouver des mots qui ne les effrayeraient pas davantage. « Oui, ma petite » murmura-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Ce qu'il a fait était très mal, mais maintenant vous êtes en sécurité, et c'est tout ce qui compte.
Au loin, d'autres sirènes annonçaient l'arrivée de véhicules de police, leurs plaintes traversant la nuit. Laura aperçut la vieille camionnette de Doña Edith rebondissant sur le chemin de terre vers la ferme, la vieille femme ayant probablement vu les lumières de la police depuis son porche. Elle ressentit une vague de gratitude pour le soutien indéfectible de sa voisine, sachant qu'elle aurait besoin de toute l'aide possible pour aider ses filles à guérir de leur épreuve. Alors que Diego était conduit à une voiture de patrouille, ses yeux croisèrent ceux de Laura à travers la cour. Pendant un bref instant, la façade tomba, et elle vit la haine pure en dessous. Puis il fut placé sur la banquette arrière, la porte se fermant sur tous les mots qu'il aurait pu dire. Les ambulanciers guidèrent Laura et les jumelles vers l'ambulance qui attendait. Laura garda ses bras autour des épaules de ses filles alors qu'elles montaient, leur petit corps tremblant contre le ciel. Le véhicule s'éloigna de la ferme, les lumières rouges et bleues se reflétant sur les murs usés de la grange, alors qu'il disparaissait dans la longue allée vers la nuit. Pendant le trajet vers l'hôpital, les jumelles se blottirent près de Laura sur la civière étroite, leurs yeux écarquillés heureux, qu'elles observaient l'équipement inconnu autour d'elles. Clara regarda sa mère, sa voix à peine audible par-dessus le moteur de l'ambulance. « Est-ce que l'oncle Diego va être en colère contre nous ?» demanda-t-elle, la peur évidente dans chaque syllabe. Laura écarta une mèche de cheveux du front de sa fille, luttant pour trouver des mots qui n'augmenteraient pas sa confusion. « Non, ma petite, murmura-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Vous êtes en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. » Alors que l'ambulance avançait dans la nuit, Laura serra ses filles fort, sachant que le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais ressentant pour la première fois en 2 mois qu'il pourrait y avoir un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. À l'hôpital où les jumelles étaient examinées, le détective Salazar resta avec Laura dans le couloir à l'extérieur de leur chambre, son carnet ouvert alors qu'il expliquait ce qu'ils avaient découvert. Laura ne pouvait s'empêcher de regarder par la fenêtre vers ses filles, craignant qu'elles ne disparaissent à nouveau si elles détournaient le regard trop longtemps. Diego planifiait cela depuis des mois, expliqua Salazar, sa voix basse pour éviter que les jumelles ne l'entendent. La construction de la pièce souterraine a commencé peu après la mort de Xavier, ce qui explique les achats de fournitures de construction et le système de ventilation que vous avez trouvé. Il a probablement programmé les travaux les plus bruyants, comme l'excavation pour les périodes où vous étiez absente de la ferme, pour des livraisons, et a déguisé les livraisons de matériaux plus importantes en livraisons agricoles routinières. Salazar confirma que la substance vermegarde que Diego avait répandue dans la grange avait été choisie spécifiquement pour masquer l'odeur humaine. En fait, elle est commercialisée comme un répulsif antiparasitaire, expliqua-t-il, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Mais dans des forums clandestins, elle est connue pour sa capacité à dérouter les chiens de recherche. C'est pourquoi nos recherches précédentes avec les unités K9 n'ont rien donné. Il l'utilisait régulièrement autour de la grange. Laura s'appuya contre le mur soudain épuisé alors que l'adrénaline de la nuit commençait à s'estomper. Salazar posa une main douce sur son épaule. « Vous avez fait ce que nous n'avons pas pu, Madame Mendoza. Vous avez retrouvé vos filles alors qu'une équipe entière d'investigation a échoué. » Ses yeux reflétaient à la fois admiration et regret. Nous nous assurerons que Diego ne fasse plus jamais de mal à un enfant. Avant que Laura ne puisse répondre, la porte de la salle d'examen s'ouvrit, et une doctoresse en sortit, un porte-bloc à la main. La doctoresse était une femme d'âge moyen avec des yeux bienveillants, et une attitude douce qui avait immédiatement rassuré les jumelles. « Madame Mendoza, dit-elle, faisant signe à Laura de la rejoindre à quelques pas de Salazar. J'ai terminé l'examen initial de Sofia et Clara. » Laura se prépara, terrifiée par ce que la doctoresse pourrait lui dire. « Vont-elles bien ?» L'expression de la doctoresse était soigneusement neutre. Physiquement, elles sont stables. Déshydratées et mal nourries, mais sans blessures graves. Leur poids est préoccupant. Elles ont toutes deux perdu environ 15% de leur masse corporelle depuis leur dernière visite médicale documentée. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Cependant, l'impact psychologique de leur captivité nécessitera un soutien spécialisé. Je recommande une consultation immédiate avec Ladra Lopez, notre spécialiste en traumatologie pédiatrique. Laura hocha la tête, déterminée à obtenir pour ses filles toute l'aide dont elles auraient besoin. Son esprit traitait encore l'horreur de ce que Diego avait fait. Quand puis-je les ramener à la maison? Nous aimerions les garder en observation cette nuit pour l'hydratation, répondit Ladra Torres. Si tout va bien, elles devraient pouvoir rentrer chez elles après demain. Je vais organiser une rencontre avec Ladra Lopez pour vous toutes demain matin pour commencer l'évaluation psychologique. Alors que la doctoresse partait faire les arrangements,
Laura retourna dans la chambre des jumelles. Elles étaient assises sur des lits adjacents, paraissant petites sous les couvertures de l'hôpital. Quelqu'un leur avait trouvé des pyjamas propres avec des personnages de dessins animés imprimés, remplaçant les vêtements sales qu'elles avaient portés pendant 2 mois. Laura passa la nuit sur une chaise entre leurs lits, dormant par intermittence, se réveillant en sursaut à chaque petit bruit et mouvement. Malgré les assurances de la doctoresse, elle ne pouvait se permettre de dormir correctement, craignant que ses filles ne disparaissent à nouveau si elle fermait les yeux trop longtemps. La nuit passa lentement, marquée par les contrôles silencieux des infirmières et le bip doux des moniteurs distants dans le couloir de l'hôpital. Donia Edith arriva à l'hôpital juste après l'aube, ses yeux rouges de larmes de joie. Elle se précipita vers Laura et la serra fort, ses bras maigres étonnamment forts. « Si tu ne m'avais pas appelé cette nuit-là et n'avais pas eu le courage d'enquêter, » murmura-t-elle, serrant les mains de Laura dans les siennes, marquées par le temps. Laura serra en retour reconnaissante pour le soutien indéfectible de la vieille femme. Donia Edith avait été celle qui l'avait poussée à faire confiance à ses instincts malgré la douleur que la vérité pourrait causer. Sans cette impulsion, Laura aurait pu écarter ses soupçons, croyant les mensonges de Diego pendant qui sait combien de temps encore. Tout au long de la matinée, d'autres visiteurs arrivaient. Les beaux-parents de Laura restèrent près de la porte, leur visage marqué par la culpabilité de ne pas avoir soupçonné le monstre vivant sous leur propre toit. Les parents de Javier avaient toujours traité Diego comme le frère moins responsable, concentrant leur attention et leurs attentes sur... Maintenant, ils se demandaient si cette dynamique de toute une vie avait alimenté un ressentiment qui s'était finalement transformé en quelque chose de bien plus sombre. À midi, Salazar revint avec des mises à jour. Diego était en détention, la caution refusée en raison du risque de fuite et de la gravité des accusations. Lors d'une perquisition de sa chambre à la ferme, ils trouvèrent des journaux détaillant son obsession pour Laura, datant de plusieurs années, même avant la mort de... Les implications étaient trop horribles pour être exprimées à voix haute, mais la question de savoir si l'accident fatal de Javier avait vraiment été un accident resta suspendue dans l'air, non dit. La journée passa dans un tourbillon de médecins, d'officiers de police et de visiteurs bien intentionnés. Ladra Lopez, la spécialiste en traumatologie pédiatrique, effectua une évaluation initiale douce avec les jumelles à la mi-matinée. Son approche aimable et mesurée aida les filles à s'ouvrir suffisamment pour qu'elle recommande une thérapie continue, tout en rassurant Laura que les enfants possédaient une résilience remarquable avec le soutien adéquat. Laura se sépara à peine des jumelles après la séance, chaque séparation, même pour utiliser les toilettes, la remplissant d'une panique irrationnelle qu'elle pourrait disparaître à nouveau. Donia Edith resta tout le temps, éloignant les visiteurs lorsque les jumelles commençaient à sembler submergées, apportant de la nourriture que Laura touchait à peine, et intervenant auprès du personnel de l'hôpital lorsque nécessaire. Quand la nuit tomba, le flot de visiteurs s'arrêta enfin. Les jumelles, épuisées par les événements de la journée et les examens médicaux, s'endormirent, leurs petites mains entrelacées même dans le sommeil, comme si elles craignaient de se séparer à nouveau. « Tu devrais te reposer aussi », dit doucement Donia Edith depuis la porte, revenue de la cafétéria avec 2 tasses de thé. « Je vais les surveiller un moment », Laura hocha la tête, mais ne bougea pas de sa chaise. « Je ne peux pas les laisser, murmura-t-elle. « Pas encore. » Alors que la dernière lumière du jour baignait la pièce d'une lueur douce, Laura lissa doucement les cheveux de Sofia et s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir. Le chemin à venir serait difficile. Il y aurait des enquêtes, des procès et des années de thérapie. Les jumelles auraient besoin d'un soutien spécialisé pour traiter leur traumatisme, et Laura elle-même aurait besoin d'aide pour les guider à travers cela. Mais elles étaient vivantes. Ce fait impossible ne s'était pas encore pleinement enregistré après 2 mois de douleur, de recherche et de désespoir. Ces filles respiraient, dormaient, vivaient. Demain, elles rentreraient à la maison pour commencer le long processus de guérison et de reconstruction.